Si vous nous rejoignez sur Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres de l'actualité. La première édition du forum Bamako Digital Days a ouvert ses portes depuis ce mardi 18 février 2020 au Centre international des conférences de Bamako. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé a, au nom du président de la République, présidé la cérémonie de lancement du dit forum. Il avait à ses côtés Madame le ministre de l'économie numérique et de la prospective, Kamisa Kamara, et de l'ensemble des membres du gouvernement. Aussi, le ministre des Affaires religieuses et du culte Thierno Oumar Hass Diallo a reçu ce mardi 18 février la visite d'une délégation parlementaire saoudienne conduite par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Mali, Son Altesse le Prince Dr Khaled Al Saoud. Plusieurs questions relatives à l'islam et bien d'autres sujets de développement dans le cadre de la coopération entre le Mali et l'Arabie Saoudite étaient au cœur des échanges. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais en titre, la première édition du forum Bamako Digital Days a ouvert ses portes depuis ce mardi 18 février 2020 au Centre international de conférences de Bamako. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé a, au nom du président de la République, présidé la cérémonie de lancement du dit forum. Il avait à ses côtés Madame le ministre de l'économie numérique et de la prospective, Kamisa Kamara, et de l'ensemble des membres du gouvernement. Suivons ce reportage. Ces rendez-vous de portée historique pour notre pays a pour ambition de révolutionner le secteur du numérique au Mali. Bamako Digital Day, dont le thème est booster sa productivité par le digital, vient à point nommé car au-delà des actions sur le plan national, il fallait réunir des acteurs venant d'autres horizons afin d'engager des discussions pertinentes pour procéder à de nécessaires partages d'expériences, dira Amadoun Touré, l'ancien secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Le Mali avait besoin d'un tel forum et il faut dans l'année au moins 2 ou 3 forums de ce genre dans chaque pays afin que nous puissions dialoguer au moment où nous avançons. Les pays qui ont réussi ces dernières années à se placer au niveau des pays émergents ont tous atteint ce stade en mettant les technologies de l'information et de la communication comme moteur de développement. La présence de Madame le ministre de l'économie numérique et de la prospective et de tous ses collègues, ses prédécesseurs, dont je vois Haruna Modibo Touré dans la salle, qui n'ont ménagé aucun effort pendant tous mes mandats précédents à l'Union internationale des télécommunications et à Smart Africa pour que la présence du Mali soit brillante. Et je voudrais ici les féliciter. À Madame le ministre de l'économie numérique et de la prospective d'ajouter que le secteur du numérique au Mali est un ensemble de plateformes permettant de dématérialiser toute administration. Dans son discours, elle a tenu à saluer le courage abattu par nos startups qui ont révolutionné le secteur du numérique au Mali. C'est également 31 nouvelles localités connectées dans le cadre de la stratégie d'accès universel, 9000 km de fibres optiques installées et enfin un écosystème de l'entrepreneuriat numérique qui fait montre d'un dynamisme jamais enregistré auparavant. Mesdames et messieurs, au cours de ces 2 jours, vous pourrez entre autres, si vous le souhaitez, vous faire livrer vos repas avec Ficasso ou Fibara, faire vos courses avec AlloCourse ou Smart Market, signaler des dégradations sur les biens publics à travers MapAction ou Allomairie, obtenir des conseils de santé sur les applications Ikenea, CoSanté Plus ou Denko, et enfin, ou encore, recevoir des alertes inondations à travers Smart Flood Alert. Ces différentes solutions, bien qu'elles aient pour certaines des noms anglicisés, sont l'œuvre de jeunes Maliennes et de jeunes Maliens qui ont cru en le potentiel du digital et vivre avec ce secteur de façon quotidienne.
Faire des technologies de l'information et de la communication comme moteur de développement socio-économique, c'est la volonté affichée par nos plus hautes autorités lors de l'ouverture du forum Bamako Day. Ce que j'ai vu ici ce matin, c'est du Bamako Digital Days, mais quand je vois la diversité des invités, leur pays d'origine qui va au-delà du Mali, même de l'Afrique, et la qualité de ces experts, on peut dire que ce forum Bamako Digital Days a une dimension qui va au-delà de la dimension nationale. Elle a une dimension régionale, voire même internationale, qui sera intéressant de continuer à soutenir. Et c'est ce message que le président de la République avait voulu que je passe ici. Et l'encouragement à l'endroit de Madame le ministre, c'est de lui dire de continuer à mettre en œuvre cette orientation du président de la République qui a mis la jeunesse, qui a inscrit la jeunesse dans son mandat comme une des priorités du gouvernement pendant ce second mandat. Et quand on parle de jeunesse, l'économie numérique, c'est-à-dire que l'écosystème de cette économie numérique est représenté à plus de 50-60% par la jeunesse. La coupure du ruban symbolique et la visite des stands ont mis fin à la cérémonie de lancement du forum Bamako Day, qui se tient à Bamako du 18 au 19 février 2020, au Centre international de conférences de Bamako. Un autre titre de l'actualité de ce mercredi, le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Oumar Hass Diallo, a reçu ce mardi 18 février la visite d'une délégation parlementaire saoudienne conduite par l'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Mali, son Altesse le Prince Dr Khaled Al Saoud. Plusieurs questions relatives à l'islam et bien d'autres sujets de développement dans le cadre de la coopération entre le Mali et l'Arabie saoudite étaient au cœur des échanges. Suivant l'interview réalisée avec le ministre des Affaires religieuses et du culte. C'est une visite d'honneur. Hein. Nous recevons une délégation de parlementaires saoudiens, sur invitation évidemment des parlementaires du groupe Amitié Mali-Arabie Saoudite. La beauté, c'est que vous savez, pour nous, musulmans maliens, nous sommes liés à l'Arabie Saoudite par l'histoire. Kankou Moussa, le pèlerinage. Mais aussi, c'est le Mali des 60. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, le roi à l'époque, Ben Saoud, a fait une visite au Mali, sous Modibo. Et la grande mosquée de Bamako, c'est la mosquée Faisal. Alors, donc, autant d'actes de développement. Le pont Fad, hein, la route Sévaré-Gao, hein, le fonds saoudien. Alors, donc, l'Arabie Saoudite n'a jamais cessé d'appuyer le Mali. Et aujourd'hui, cela se renforce avec la dynamique de cette coopération, d'un ambassadeur aussi qui relance cette coopération. Et donc, moi, en tant que ministre des Affaires religieuses, c'était tout indiqué de les recevoir. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est le lieu de naissance de l'islam. Et pour nous, l'Arabie Saoudite, c'est comme nous. C'est une partie de tout croyant. Alors donc, discuter des questions religieuses, discuter des questions d'extrémisme violent, de terrorisme, qui aujourd'hui sapent l'image de l'islam. Alors je crois que c'est une inquiétude partagée et à propos de laquelle il fallait donc échanger avec eux. Et de cet entretien qui a dépassé toutes nos attentes, nous espérons que quelque chose de fructueux sortira pour le meilleur du Mali dans l'esprit souhaité du président de la République, El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, qui est de voir l'islam sortir de l'image de misère qu'on lui donne, sortir de l'incultisme qu'on lui colle, sortir de la haine qu'on lui colle, pour être l'islam du juste milieu, comme nous l'avons vu avec le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hein, à Médine, poser des actes de justice, de liberté, d'épanouissement, de droit, hein, de la femme, de l'enfant, hein, de respect du droit à la différence. Et le centre du secteur privé a servi de cadre aux travaux du premier conseil national du syndicat national des pharmaciens privés et d'officines SINAPO ce mercredi 19 février 2020. Un cadre d'échange d'expérience pour les membres du bureau national et les délégués régionaux. Compte rendu Alhamidou Badeni et Samba Traoré. Ce conseil national, grand premier dans l'histoire du syndicat national des pharmaciens privés et d'officines SINAPO, est une recommandation de son 6e congrès ordinaire tenu le 20 février 2019. Au cours de la journée,
Il s'est agi pour les membres du Bureau national, les délégués des cellules régionales et communales de Bamako, de s'entretenir entre autres sur le rapport d'activité de l'année écoulée ainsi que le bilan financier. On a voulu organiser ce premier conseil national pour rencontrer quand même les pharmaciens qui sont au niveau des régions pour partager les expériences et vraiment apporter ce qui a apporté, ce qui fait défaut à notre profession au niveau des régions et à travers ce échange d'expériences. Les activités au menu de la journée sont la présentation des différents rapports, les rapports d'activité au niveau des régions et les rapports financiers. Ensuite, on va aux échanges d'expériences qui va nous permettre vraiment d'améliorer ce qui a amélioré au niveau des régions et de Bamako. Ce conseil national vise notamment à renforcer la position du SINAPO depuis la base et par ricochet répondre à hauteur de souhait aux attentes de la clientèle. Vous vous rappelez l'année dernière au Sheraton, le 20 février 2019, on a tenu notre 6e congrès national. Et à la suite du congrès, on a amendé nos textes, on a changé les textes, on a introduit certaines notions et on a adapté les textes au monde moderne. Dans nos textes, il est indiqué que nous devons nous réunir avec les cellules des régions avant la journée scientifique qui est prévue pour demain. Donc, c'est l'occasion pour nous, Bureau national, les cellules des 6 communes de Bamako avec les délégués, plus les délégués des régions, plancher sur les activités qu'on a menées depuis le congrès de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, faire un bilan sur nos activités, un bilan sur tout ce qu'on a dépensé, qu'on appelle le bilan financier. Ensuite, échanger les expériences que les uns peuvent avoir par rapport aux autres. Donc c'est ce qui motive aujourd'hui ce Conseil national qui est une première. C'était une lacune de notre fonctionnement parce qu'on n'avait pas d'articulation entre le Bureau national, les cellules de Bamako et les régions. Donc ce premier conseil va nous permettre de savoir ce que les régionaux font comme activité au cours de l'année, ce que le Bureau national a fait comme activité, quelles sont les activités que les cellules ont menées. Donc on va également échanger sur nos pratiques. Voilà un peu l'intérêt de ce premier conseil national. À noter également que la journée scientifique du Syndicat national des pharmaciens privés et d'officines SINAPO est prévue pour ce 20 février au Centre international de conférences de Bamako. La Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée nous a accordé une interview dans laquelle il lève le voile sur les contours de la grâce présidentielle dans notre pays. L'objectif est de pouvoir permettre aux justiciables de comprendre la procédure judiciaire et administrative de ce pouvoir exclusivement réservé au président de la République. C'est un reportage de Bassina Suntura et Ibrahim Koulibaly. Mesure de clémence. La grâce présidentielle est le droit d'annuler ou de modifier une peine confiée en général à la première institution de la République. Au Mali, l'article 45 de la Constitution confère ce pouvoir au président de la République. L'administration pénitentiaire est chargée de la centralisation de la liste des demandeurs par l'intermédiaire du garde des Sceaux. Je voudrais dire que la grâce présidentielle est une mesure de clémence qui a pour effet de supprimer ou de réduire une peine qu'un condamné aurait dû subir. Elle est exercée par le président de la République conformément à l'article 45 de notre Constitution. À la date d'aujourd'hui, il y a 2565 détenus à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Selon les registres, la grâce présidentielle contribue au désengorgement des maisons d'arrêt au Mali. L'avantage de la grâce présidentielle, c'est qu'aujourd'hui, ça nous permet de décongestionner la maison centrale d'arrêt de Bamako. Nous avons une prison construite à 15 km de Bamako, Kenyiroba, et à tout moment, nous transférons nos détenus condamnés vers Kenyiroba. Si la grâce aujourd'hui nous permet de libérer certains détenus, c'est une façon de diminuer le surpeuplement carcéral. Parce que la prison, en fait, c'est pas quand même l'intéressé ne va pas en prison pour mourir. Hein. Et si jamais on ne va pas en prison pour mourir, je pense que un jour, on va sortir. Et si on doit sortir, si c'est la grâce qui permet encore à l'intéressé de sortir, je pense que remercions le bon Dieu. C'est seul le président de la République est capable de donner la grâce présidentielle, d'accorder la grâce présidentielle. Et au Mali, on a eu la chance d'avoir au moins 3 grâces. En janvier, le 20 janvier, en mars, le 26 mars,
Et puis en septembre, le 22 septembre, c'est des grands événements et le président profite de ces grands événements pour faire de grands actes pour la société. Il est à noter que seuls les détenus condamnés peuvent bénéficier de la grâce présidentielle. Une commission technique regroupant plusieurs structures est mise en place pour statuer sur le fond des demandes. Je dois dire que la commission se réunit à la présidence avec comme membre un représentant du ministre de la Justice, un conseil technique dans beaucoup de cas, le représentant du ministre de la Défense, le représentant du ministre de la Santé et le représentant du ministre de l'administration territoriale et enfin le directeur national des affaires judiciaires et du sceau. Et pour 2019, nous avons pu faire profiter la grâce à 689 détenus, ce qui n'est pas mal en soi. La loi est dure, mais c'est la loi. La grâce est un pouvoir exclusif du président de la République. Les magistrats et les victimes doivent accepter l'exercice de la grâce présidentielle au Mali. À présent, nous retrouvons Marietou Diallo pour le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale. Le président sénégalais Macky Sall a quitté Nouakchott ce mardi soir au terme d'une visite de 48 heures largement dominée par les questions économiques avec à la clé la signature de 6 accords de coopération en matière de transport, des mines, de l'énergie, de la transhumance, mais surtout en matière de pêche. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et son homologue sénégalais Macky Sall ont revu le cadre de leur coopération. Le chef de l'État sénégalais a salué le geste de son homologue mauritanien qui a annulé les amendes infligées à ses pêcheurs pour violation des accords sur la pêche ainsi que l'ouverture d'une nouvelle page entre les deux pays dans ce secteur vital. Les deux chefs d'État ont aussi réitéré leur détermination dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Le gouvernement libyen d'union nationale, basé dans la capitale et reconnu par l'ONU, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la suspension de sa participation aux travaux d'une commission conjointe militaire à Genève sous l'égide de l'ONU à la suite de violations répétées de la trêve. Nous annonçons la suspension de notre participation aux pourparlers militaires qui se déroulent à Genève jusqu'à ce que des positions fermes ne soient adoptées à l'encontre de l'agresseur Khalifa Haftar et ses violations de la trêve, a indiqué le gouvernement d'union nationale dans un communiqué. Confirmé lors du sommet international du 19 janvier à Berlin, cette commission militaire conjointe est composée selon le format dit 5+5 avec 5 membres représentant le gouvernement d'union nationale et 5 autres le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen dont les forces tentent de s'emparer de Tripoli depuis avril dernier. Douze combattants d'un groupe armé qui tentait de pénétrer dans une ville du nord-est de la Centrafrique sont morts dans des combats dimanche avec les casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, a annoncé mardi le gouvernement. Suite à l'entrée des combattants lourdement armés du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, dans la ville de Birao, les casques bleus de la MINUSCA, accompagnés des forces armées centrafricaines FACA, ont repoussé ces éléments, selon un communiqué de la MINUSCA. Le bilan fait état de 12 morts côté FPRC, a précisé le porte-parole du gouvernement Ange Maxime dans un deuxième communiqué publié mardi. Le parti au pouvoir, au Lesotho, a lancé un ultimatum au Premier ministre pour qu'il démissionne d'ici jeudi, alors que sa femme comparaissait dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de sa rivale, ex-épouse du chef du gouvernement, a-t-on appris mardi. La femme de Thomas Taban, 42 ans, a été brièvement interrogée sur le meurtre de la précédente épouse du Premier ministre, tuée par balle 2 jours avant la prestation de serment du chef du gouvernement. Elle a déjà été inculpée pour ce meurtre. L'instance suprême de la formation au pouvoir dans ce petit pays d'Afrique australe de 2,2 millions d'habitants a décidé lors d'une réunion lundi que M. Taban, 80 ans, devait démissionner d'ici jeudi, a déclaré mardi le porte-parole du Congrès de tous les autos, ABC. Notre ennemi est le séparatisme, mais faire un plan contre l'islam serait une faute profonde, a déclaré ce mardi Emmanuel Macron à la fin des déplacements à Mulhouse.
dans l'est de la France, consacré à la lutte contre le séparatisme islamiste et la radicalisation. Le séparatisme islamiste est incompatible avec l'indivisibilité de la République et la nécessaire unité de la nation, a affirmé le chef de l'État dans un discours devant les responsables locaux. Il ne s'agit pas de stigmatiser quelques religions et ce que nous avons à faire n'est pas, comme je l'ai parfois entendu chez certains, un plan contre l'islam. Ce serait une faute profonde, a-t-il ajouté, après avoir échangé avec les forces de l'ordre, des élus et les responsables d'associations du quartier. Page noire de cette édition d'information, la mairie de la commune 1 du district de Bamako est en deuil avec la disparition du maire Mamadou B. Keïta, décédé ce lundi 17 février 2020 suite à une longue maladie. Ses obsèques ont eu lieu ce mardi 18 février 2020 dans sa famille à Djelibougou en présence des parents, amis et collaborateurs. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Suivons. Je suis là aujourd'hui au nom de notre guide à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara pour demander au Dieu puisse accueillir notre frère et notre père dans son paradis. Le maire de la commune 1, c'est quelqu'un, il est très engagé envers la religion. Tout ce que les religieux organisent dans le quartier, il est toujours présent. Il est présent physiquement, il est présent financièrement. Et ce soir, je suis là au nom de Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Notre papa a aimé le shérif. Il est présent à toute activité au nom du shérif. Il est là physiquement et il est là financièrement aussi. On demande à Allah de les accueillir dans son paradis, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom de tous les amis, les camarades conseillers, les mots me manquent aujourd'hui pour magnifier cet homme. En résumé, ce que je peux dire, monsieur Mamadou B. Keïta a marqué son époque au niveau du conseil communal. C'est un maire, parce que je ne dirais pas c'était, parce que pour moi, il vit en nous à présent. C'est un maire exemplaire qui est venu au niveau communal. De ses propres frères, son fonds personnel, il a rénové la mairie de la commune 1. Il a mis dans les conditions idoines tous les conseillers et maires de la commune 1. Intègre, démocrate jusqu'au moelle. Il n'a jamais il n'a jamais évité le joug électoral, c'est-à-dire qu'on se chamaillait et il pardonnait à tout le monde et tout le monde le pardonnait. Donc aujourd'hui, les mots me manquent franchement, très honnêtement, pour parler de l'homme. Ce que je sais, il est humain, il est intègre, il est honnête, il est religieux, il est digne. Et au nom de tout le conseil communal, nous le souhaitons le repos éternel. Que Dieu ait pitié de son âme. Nous sommes tous des mortels. Nous le suivons. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Chacun va partir, un à un. Et certainement, sans se rendre compte de l'époque, de l'étape et même des moments. L'être humain est aveugle. On ne sait pas quel jour, quelle heure, et quelle minute, quelle seconde on va mourir. Donc tout ce que je peux dire au nom de tous les camarades qui m'ont donné cette lourde tâche de témoigner de cet auguste homme, je dis qu'on perd vraiment un père, un frère, un camarade. Avant tout, rendre grâce à Dieu, le Seigneur, celui qui nous a créés, et nous retournons toujours tous un jour à lui. Il a rappelé à lui notre mère, Mamadou Keïta. Mes premiers mots sont pour
lui présenter à sa famille, à ses parents, à la section du parti en commune 1, à notre secrétaire général Mamadou Frankali Keita, toutes mes condoléances. Prier Dieu, notre Créateur, de l'accueillir dans son paradis. Je voulais témoigner, pour ce que je connais du maire Keita, que c'est un homme de bon cœur, c'est un homme sociable, c'est un homme travailleur, c'est un homme dévoué pour la cause de ses compatriotes. C'est un homme qui a voulu consacrer une partie de son temps, comme Dieu l'a décidé, la dernière partie de sa vie, au bien-être des populations de la commune 1. Je peux témoigner que dans cette mission, il a essayé de faire tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut. Et je voudrais très humblement vraiment prier le bon Dieu pour un repos éternel de son âme au paradis. Merci beaucoup. Et nous prions pour le repos éternel de son âme. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. Bonsoir.